Ce que l'on appelle les services directs aux entreprises en développement de carrière, ce sont des activités professionnelles par lesquelles on travaille non pas directement auprès d'un individu en orientation, réorientation ou en insertion, mais auprès des organisations qui peuvent offrir le type d'emploi ou de formation que les clients pourraient avoir besoin. On peut travailler dans les services directs aux entreprises, dans des cabinets conseils de recrutement. Il en existe plusieurs à Montréal et au travers du Québec. Donc, ces organisations sont parfois spécialisées dans le recrutement d'un certain type de clientèle, parfois d'une clientèle plus large. Leur rôle est de servir de liaison entre un employeur présentant des besoins de recrutement et de sélection et l'identification de personnes pouvant assurer ce type de fonction. On peut également travailler dans les services directs aux entreprises au sein même d'un organisme d'aide à l'employabilité, ou plutôt qu'être conseiller, conseillère en développement de carrière, interagissant directement avec les clientèles dans leur processus de choix ou d'insertion, on va jouer le rôle au sein de l'organisation de liaison avec les employeurs de son arrondissement, de sa ville, de sa région, afin de favoriser l'accès à l'emploi des clientèles de l'organisme, mais aussi d'aider les employeurs de la région à combler leurs besoins de clientèle. Donc, on joue un rôle de liaison assez important. Enfin, on peut exercer ce type de fonction dans des institutions de formation, comme par exemple des cégeps, ou dans tout autre qui offre de la formation continue à des employés, de sorte que, avec les employeurs, on va identifier leurs besoins de formation et pouvoir mettre en œuvre par la suite des activités qui vont permettre à des employés d'une organisation, d'un secteur d'activité, de bénéficier de l'acquisition de connaissances et de compétences appropriées pour être plus compétents, performants et mieux au travail. Mon nom est Louis Cournoyer. Je suis professeur-chercheur en développement et counseling de carrière à l'Université du Québec à Montréal, ainsi que conseiller d'orientation. Dans le cadre de cette capsule, je rencontre pour vous 3 personnes professionnelles du développement de carrière qui offrent des services directs aux entreprises. Avec elles, nous allons pouvoir échanger sur en quoi constitue leur travail concrètement, quelles sont leurs motivations au travail, en quoi ce travail a de l'importance, les gratifications personnelles qu'elles y retrouvent, et enfin, comment être et comment faire pour accéder à ce type de fonction. Donc, je vous souhaite une belle rencontre. Nous allons maintenant aborder la table ronde au sujet des services directs aux entreprises. J'ai 3 professionnels avec moi là, qui travaillent dans ce secteur-là, dans 3 milieux différents. Donc, avant qu'on aborde des questions sur leur vie au travail, sur leur milieu, etc., on va les laisser se présenter. Donc, j'aimerais ça, on pourrait commencer avec toi, Sarah. Bonjour, je m'appelle Sarah Mongeau-Provençal. Je suis CO et je travaille comme conseillère en développement de l'emploi chez PME Montréal SDL. Excellent. Julien. Oui, donc bonjour, mon nom est Julien Toth. Je suis recruteur TI pour une firme de recrutement spécialisée en informatique qui s'appelle Delan. Merci, bienvenue. Charles. Oui, Charles Verrette, donc je suis CO aussi et conseiller en formation et aux entreprises au Cégep Garneau à Québec. Parfait, on va pouvoir maintenant aborder ensemble une première question. La première question, donc, c'est en quoi consiste votre travail concrètement? Donc, si on est une personne qui est en développement de carrière ou qui pourrait aspirer à l'être, qui vous rencontre, si vous aviez à expliquer, voire à illustrer votre travail le plus concrètement possible, comment vous pourriez le faire? Donc, à nouveau, j'irai en premier lieu avec Sarah. Oui, donc en fait, mon travail consiste en 2 grands volets. Donc, le premier volet, c'est de faire de l'accompagnement. Donc, j'accompagne à la fois des candidats, donc des chercheurs d'emploi, et des entreprises dans leur recrutement. Donc, par le biais de toutes sortes d'activités. Avec les chercheurs d'emploi, par exemple, je vais m'occuper de les recruter pour notre service.
je vais m'occuper d'évaluer leur situation en emploi. Donc, est-ce qu'ils sont sans emploi? Est-ce qu'ils sont à la recherche de nouveaux défis professionnels? Est-ce qu'ils sont déjà en emploi mais souhaitent changer pour toutes sortes de raisons? On va cibler ensemble les obstacles à l'emploi. On va faire un plan de match. Puis ensuite de ça, on va les référer vers des entreprises avec lesquelles on travaille. Avec les entreprises, on va démarcher des nouvelles entreprises pour les compter dans notre réseau d'entreprises. On va les soutenir dans leur recrutement en les aidant à rédiger des offres d'emploi, en affichant leur poste, puis en les mettant en relation avec des candidats. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'organisation d'activités qui soutiennent les chercheurs d'emploi et les candidats, par exemple des séances d'entrevue éclair, des journées de l'emploi. Puis là, on a un nouveau projet. Là, on va faire une tournée de restaurants en autobus. Donc, toutes ces activités-là, c'est un peu de la gestion de projet aussi. Là, c'est le deuxième volet là, de mon travail. Excellent. Je pense que ça donne un aperçu assez large de ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Puis c'est un peu différent de la façon typique comme on conçoit le conseil en développement de carrière. De ton côté, Julien, ça ressemble à quoi? Donc, de mon côté, c'est ça, c'est du recrutement en informatique, comme je l'ai dit, pour une firme donc externe. C'est souvent un partenaire, en fait, là, pour différentes entreprises qui ont besoin d'une expertise très précise, on va dire ciblée là, au niveau informatique. Donc, un peu comme Sarah, là, je suis à cheval entre en fait les entreprises et également les chercheurs d'emploi. Donc, d'une part, on va aller travailler en collaboration avec des entreprises qui vont chercher, on va dire, un développeur dans un langage de programmation spécifique. Donc, ils ont ce besoin-là. Donc, on va prendre le besoin avec eux. On va comprendre un petit peu c'est quoi le contexte, évidemment. De notre côté, leur donner un petit peu le pouls du marché, les conseiller aussi sur certaines stratégies dans certains cas. Et puis, une fois que c'est fait, là, on a les requis. De notre côté, on va aller maintenant du côté des chercheurs d'emploi. Donc, c'est là que la chasse va commencer. Excusez-moi le terme, mais c'est pas mal ce que c'est parce que ça peut être assez sportif à certains moments. Mais c'est de trouver les bonnes personnes, en fait, qui rencontrent les critères en lien avec le projet là, chez le client. Donc, c'est ça. Puis, on fait l'accompagnement, en fait, là, à travers les différentes étapes du processus de recrutement. Là. Donc, voilà, jusqu'à ce que la personne trouve, puis qu'on ait un match entre entreprise et chercheur d'emploi. OK. Fait que ça se ressemble, mais en même temps, la manière est un petit peu différente là, dans vos façons de travailler tous les deux. De ton côté, Charles, ça ressemble à quoi ton travail concrètement? Oui, moi, il faut dire que je travaille à la formation continue. Donc, nous, notre mandat est d'accompagner les adultes qui sont déjà sur le marché du travail à s'améliorer. Donc, pour faire ça, on offre des attestations d'études collégiales en format normal ou en reconnaissance des acquis. Et on peut les offrir aussi en entreprise. Donc, soit on va avoir des demandes des entreprises qui vont vouloir offrir ce type de formation-là à leurs employés. Ou encore, nous, on va pouvoir démarcher auprès de ces entreprises-là, c'est-à-dire d'aller les contacter, les rencontrer pour voir leurs besoins et leur offrir nos formations pour améliorer les compétences des employés qui ont déjà chez eux. Ça permet à ce moment-là une meilleure rétention du personnel, entre autres. Okay. Parfait. Fait que des contacts intéressants avec le milieu du travail. On va, c'est notre premier sujet qu'on vient de traiter. On va y aller vers un deuxième où là, je vais vous demander pourquoi, selon vous, votre travail est important. Donc, à cet égard-là, on est étudiant, professionnel, on écoute cette capsule, on peut s'intéresser à ce milieu-là, mais souvent, on cherche quelque chose qui va faire du sens, où on a l'impression qu'on joue un rôle, qu'on sert à quelque chose. Fait que je vais faire le tour à ce niveau-là, à savoir pourquoi votre travail est important à vos yeux. Je vais changer un peu l'ordre, donc je vais aller en premier lieu avec Julien, cette fois-ci. Oui, pas de problème. Je pense que c'est un travail important pour plusieurs raisons. Là. Donc, d'un côté, on a des entreprises, puis vraiment, nous, on travaille avec des entreprises qui sont très variées, là, autant des PME que des multinationales. Donc, ils ont des projets. Comme on le sait, l'informatique, là, c'est souvent le support à plusieurs entreprises, que ce soit au niveau des communications, la bureautique, tout ça. D'autres entreprises pour lesquelles c'est carrément là, leur business en tant que tel, à savoir que, ils vont firme de développement logiciel, par exemple. Donc, d'avoir les bons éléments, donc les professionnels qui ont une certaine expertise, va les amener à être capables de mettre en place les projets qui vont soit supporter leurs activités ou encore carrément là, amener
une plus-value, là, puis faire en sorte que bon, la compagnie va pouvoir aller là, de l'avant, en fait. Puis d'une autre part, puis peut-être la plus importante pour moi, mais c'est que moi, je suis en contact évidemment avec des chercheurs d'emploi. Donc, on se définit socialement souvent par notre travail. Ça occupe une place très importante dans nos vies. Hein. On demande à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc, on parle souvent de la job. Vous le savez. Fait que c'est ça. Puis ça aide, dans le fond, là, ces gens-là à aller chercher leur prochain défi professionnel. Donc, tu sais, d'aller de l'avant, en fait, dans leur première carrière. Donc, moi, je suis un des acteurs qui va les aider à faire ça. Puis, on prend en considération, en fait, différents critères, que ce soit au niveau personnel, au niveau l'emplacement, la localisation, tout ça, mais on va être capable de leur trouver un rôle là, qui va faire du sens là, pour eux, puis dans lesquels ils vont être bien. Là. Fait que c'est très gratifiant aussi à ce niveau-là. On voit que tu joues à deux niveaux, là, au niveau des besoins de l'employeur, au niveau des individus, puis tu t'intéresses de chaque côté, mais en investissant bien la relation. Je reviens avec Sarah. Toi, de ton côté, pourquoi c'est un travail important à tes yeux, ce que tu fais? En fait, moi, dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui aime beaucoup mettre les gens en relation. Je suis une rassembleuse de nature, donc ce travail-là me rejoint beaucoup parce qu'il me permet de faire exactement ça. En fait, je vais avoir d'un côté des candidats qui ont leurs propres besoins, qui ont leurs propres enjeux, qui ont besoin de quelqu'un pour faciliter leur processus d'intégration vers le milieu de l'emploi. Puis la même chose pour les employeurs. Il y en a parfois qui sont démunis. Là, on travaille beaucoup avec des PME qui n'ont pas nécessairement de ressources RH à l'interne. Donc, pour eux, le recrutement, c'est difficile. Puis surtout en ce moment, avec la pénurie de main-d'œuvre. Je dis pénurie, mais limite, mettons, de main-d'œuvre dans certains domaines, ça peut être compliqué de trouver des candidats appropriés ou même juste de savoir comment les rejoindre. Donc, tant d'un côté comme de l'autre, lorsqu'on arrive à faire des maillages là, qui fonctionnent, puis que les deux côtés sont contents, là, c'est vraiment gratifiant de pouvoir avoir aidé deux personnes. Ça contribue au développement de notre économie, ça contribue au développement de notre marché de l'emploi local. La PME Montréal, on travaille très, très localement. On a 6 bureaux qui couvrent Montréal au complet. Là, moi, je travaille dans l'Est. C'est super important pour nous, la vision du développement local. Donc, les gens travaillent près de chez eux. Les entreprises ont des employés qui travaillent, qui proviennent de pas loin. Donc, il y a beaucoup de critères des chercheurs d'emploi qui sont en lien avec ça. Là. La proximité, le bien-être au travail, les conditions d'emploi. Puis, lorsqu'on réussit à tout combler ça, on est vraiment content. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis aussi, ce que j'aime de mon travail, c'est que ça rejoint vraiment ce qu'on a appris au baccalauréat aussi. Même si je suis en contact avec des entreprises, c'est les mêmes compétences transférables là, que je vais utiliser. La personne qui a besoin de moi, qu'elle soit en recherche d'emploi ou qu'elle soit en recherche d'employé, c'est quelqu'un qui a besoin de soutien. C'est quelqu'un qui a besoin d'être entendu, et écouté et à qui on peut proposer des solutions pour pallier, dans le fond, à son besoin. On va faire aussi beaucoup d'informations. C'est pas de l'information scolaire, mais ça va être de l'information sur le marché du travail. Donc, on devient un petit peu les experts de ce qui se passe sur le marché parce qu'on a le son de cloche des candidats, puis on a aussi le son de cloche des entreprises. Donc, ça nous permet de bien informer soit les candidats ou les employeurs là, quand on leur donne des trucs. Donc, voilà. On perçoit vraiment là, le côté dans ton travail communauté, au service de la communauté sociale, mais de la communauté telle quelle. Tu parles du lieu. Puis c'est intéressant le lien aussi qu'on peut faire avec les compétences acquises là, en développement de carrière. Vous avez parlé tous les deux, donc, de rassembler, de s'intéresser aux besoins. Puis là, derrière ça, il y a tout l'enjeu de recrutement. J'ai aimé, Sarah, tu fais une nuance importante entre une pénurie et des limites de recrutement. C'est un phénomène qu'on n'a pas encore tous saisi, mais il y a des variabilités là, selon les individus. Toi, Charles, dans ce qui a été nommé par Julien et Sarah, il y a peut-être des choses qui font écho par rapport à toi aussi en regard de ce que tu trouves important pour ton travail ou peut-être autre chose en complément là, que... Oui, tout à fait. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les deux cas, on parle de s'intéresser à
au client, souvent qui est l'entreprise, mais aussi à la personne. Donc, c'est de donner un service à deux entités finalement qui est intéressant pour les aider. Donc, nous autres aussi, là, quand on est en lien avec des employeurs, mais on aide aussi l'employé. Nous autres, on est moins sur le recrutement, on est plus axé sur la formation. Donc, une fois que l'employé est en emploi, même si l'employé est en emploi depuis longtemps, il y a un besoin de s'actualiser dans ses compétences, il y a un besoin de s'assurer qu'il est encore compétent, puis l'employeur veut aussi qu'il soit compétent, qu'il soit capable de s'adapter avec tout ce qui change rapidement aujourd'hui. Juste dans les technologies multimédia, ça évolue à un rythme tellement fou. Donc, nous, c'est là qu'on va aller jouer, c'est qu'on va aller permettre à ces entreprises-là de ne pas perdre un nombre d'employés pendant une période trop longue. On va aller offrir la formation en entreprise, c'est intéressant. Puis l'employé, ben lui, ça vient un peu comme une assurance pour lui de savoir qu'il va toujours être actuel, qu'il ne pourra pas nécessairement se faire voler son poste parce qu'il n'est plus à jour dans ses compétences. Dans le fond, son sentiment d'efficacité personnelle va toujours être préservé là-dedans. Son sentiment de bien-être aussi, à se sentir Exactement. compétent. Exactement. Puis même nous autres récemment, on a le ministère, le Conseil du Trésor qui a ajouté des exigences auprès des personnes qui occupent des postes de techniciens dans certains ministères. Puis nous, avec la reconnaissance des acquis, on est capable de leur offrir une solution qui leur permet d'aller chercher les nouveaux diplômes qui sont exigés par l'employeur, mais qui ont l'expérience pour l'obtenir. Mais maintenant, on leur demande un papier, donc ils ne sont pas obligés de quitter l'emploi. Ils viennent avec nous faire la reconnaissance des acquis et compétences, puis après ça, ils obtiennent leur DEC, leur diplôme qui est exigé par l'employeur, et peuvent conserver l'emploi qu'ils avaient, qu'ils aimaient, dans lequel ils se sentaient compétents, puis avec lesquels il y avait des bonnes conditions de travail. Donc, on vient comme solidifier aussi le lien d'emploi de l'employé avec l'employeur. C'est des belles contributions que vous avez. Là, on parlait de l'importance de votre travail. C'était comme un regard là, par-dessus ce travail-là. Je vais vous amener maintenant vers un troisième sujet où là, on va parler plus de vous comme personne. Donc, savoir qu'est-ce que vous trouvez de gratifiant dans votre travail. Par gratifiant, on entend donc en fonction de vos personnes, vous avez chacun une personnalité, vous avez chacun des intérêts, des besoins, une façon d'être au quotidien, mais aussi dans votre histoire personnelle. Ce que vous faites aujourd'hui, ça vous nourrit sûrement pour des raisons qui pourraient être communes pour plusieurs personnes, mais qui peuvent être plus particulières pour vous. Fait que par gratifiant, on entend ce qui est nourrissant, ce qui fait du sens, ce qui répond à vos propres besoins. Fait que je vais revenir avec toi, Charles. Si on parle de ton travail, là, en quoi tu le trouves gratifiant? En quoi il est pour toi gratifiant? Oui, bien, c'est sûr que c'est un travail qui est très gratifiant à mon avis. Je pourrais parler de l'impact de la société que ça a, ce type de travail-là, mais à titre personnel, moi, j'en ai fait un retour aux études pour venir étudier en développement de carrière quand j'étais à la fin de la vingtaine. Puis, quand j'aide les étudiants ou les employés, les entreprises à améliorer leur sort, à acquérir des nouvelles compétences, mais ça me remet toujours dans ce parcours-là que j'ai effectué à ce moment-là dans ma vie, de retourner aux études, de faire un changement de carrière. Puis je me dis, j'aide ces personnes-là à faire un parcours similaire à ce que j'ai fait. Je le sais, le bien que moi, ça m'a donné de retourner aux études. Puis je suis content de pouvoir permettre à ces personnes-là de le faire, de les accompagner là-dedans. Tu sais, il ne faut pas se leurrer. Quand on fait un retour aux études, là, peu importe l'âge puis les obligations qu'on a autour, c'est toujours, ben, ça vient avec une charge d'anxiété pendant tout le temps de cette formation-là qu'on fait. Ça vient avec beaucoup d'obligations, beaucoup de choses. Puis, pourquoi la charge d'anxiété? Tu veux-tu ben, tu retournes aux études, tu te dis, ben, je vais-tu être capable? Je vais-tu me planter? J'ai-tu fait le bon choix? Souvent, quand on retourne aux études, on avait quelque chose avant de bâti. Fait que là, c'est comme faire un pas de recul pour sauter plus loin, souvent par la suite, mais on a peur que finalement, on s'en fâche et qu'on tombe à pleine face. Mais moi, c'est de me dire, ben, je contribue à ça. J'aide ces personnes-là à aller plus loin, à améliorer leur vie. Puis c'est là-dessus je trouve que c'est le plus gratifiant. Puis je le dis souvent quand je fais des présentations à nos futurs étudiants ou aux employeurs,
Dis-moi, le bout que je préfère le plus, c'est quand des fois, on en a qui viennent au cégep, on prend des photos d'eux avec un mortier puis une toge. On n'a pas une grosse sanction des grades comme il y a dans les universités, là, mais le sourire puis le regard de ces personnes-là qui sont fiers du parcours qu'ils ont accompli. Souvent, ils viennent avec leur famille en plus. Là, en plus, c'est toujours émouvant. Moi, j'adore ce bout-là. Là, je sais que je le vois, la contribution que j'ai donnée à la société, mais principalement à cette personne-là individuellement. Tu mets en place des choses, tu facilites des accès à la formation, mais c'est plus que de la formation, comme tu parlais de ta propre expérience, c'est d'aider des gens à pouvoir se réaliser dans un projet qui leur tient à cœur. Puis, exactement. Puis c'est intéressant le côté retour d'ascenseur un peu là, que tu vis là-dedans pour l'avoir vécu. Maintenant, tu te places de l'autre côté. Tout à fait. J'ai vu pendant que tu parlais que, Sarah, tu réagissais là, non-verbalement à ça positivement, je le crois. Est-ce qu'il y a des choses dans ce que Charles a dit qui te rejoignaient? Puis, est-ce qu'il y a des choses puis comment pour toi personnellement, ton travail, tu le trouves gratifiant? Oui, bien, dans le fond, quand Charles, tu parles de la fierté dans les yeux des gens, moi, c'est un peu le résultat escompté, la personne le candidat qui vient me rencontrer, soit qu'elle ne travaille pas, donc si elle ne travaille pas, souvent elle est dans une situation difficile. Des fois, on ne se rend pas compte, mais tu sais, être sans emploi, c'est comme ça peut générer toutes sortes d'émotions négatives chez les gens. C'est une période qui n'est pas facile, surtout quand les gens ne savent pas comment s'y prendre pour retourner sur le marché du travail ou qu'ils se dévalorisent ou ils ne se font pas confiance. Donc, lorsqu'on atteint le but qui est, dans le fond, de trouver un emploi, la personne est vraiment reconnaissante du parcours qu'elle a eu, des services qu'elle a reçus, de l'écoute qu'elle a eue de notre part. Là. Donc, c'est toujours une fierté là, de pouvoir dire on a aidé quelqu'un à se replacer dans la vie puis de contribuer, dans le fond, à son développement. Ce que j'aime aussi de mon travail, c'est que les résultats sont à court terme et sont concrets. Donc, c'est facile pour quelqu'un comme moi qui aime être dans l'action puis qui aime voir et constater le résultat de son travail. En fait, c'est que je l'ai, mon bonbon, à la fin de ma journée. Mais mon client qui est placé, ben c'est comme la petite gratification immédiate, entre guillemets. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais en tant que tel, je suis capable de savoir que mon client a atteint son objectif. J'ai déjà fait d'autres emplois par le passé où on avait une grande démarche, puis le client, on le laisse aller, puis on n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe avec lui. Moi, je trouvais ça quand même difficile. Ça répond peut-être moins à mon besoin de gratification. Donc, j'aime beaucoup cet emploi-là pour cette raison-là. Puis quand on organise des activités également, on a des périodes de rush où on travaille vraiment fort sur la logistique physique. Là, récemment, c'était virtuel. Puis lorsque l'événement est terminé et qu'on a des résultats concrets, tant de personnes rencontrées, tant d'entrevues, tant de placements, le sentiment est vraiment le fun à avoir parce qu'on a vraiment du concret au bout de ça. J'aime aussi savoir que j'ai amélioré la qualité de vie des gens. Parce que des fois, il y en a qui sont en emploi, puis ils cherchent mieux. C'est correct de vouloir être mieux. Le Charles, tu disais, les gens veulent s'améliorer, veulent améliorer leurs conditions. Bien, en leur trouvant un meilleur emploi, des fois, il y en a qui sont pris dans un cycle où ils ont un emploi qu'ils n'aiment pas, mais juste faire la recherche d'emploi pour autre chose, ça leur demande trop de temps ou ça leur demande des compétences qu'ils n'ont pas, comme les compétences en recherche d'emploi. Donc, à ce moment-là, à part d'un travail, on peut les aider à vraiment améliorer leur sort général, pas juste leur emploi. Puis pour les employeurs, bien, c'est un peu la même chose. Comme je disais tout à l'heure, les employeurs, les RH ou les directeurs d'entreprise, c'est des humains. Eux, la survie de l'entreprise en dépend actuellement là, de trouver des employés. Donc, c'est des projets de vie. Parce qu'être entrepreneur, c'est aussi un projet de vie. Là. Donc, ces gens-là, souvent, ont investi tout leur argent, tout leur temps, toute leur passion dans leur entreprise. Puis, en ce moment, on en a qui faute d'employés, voient ce rêve-là un peu s'effriter. Donc, c'est sûr que quand on réussit à les aider à trouver des employés, puis que ça aussi, c'est extrêmement gratifiant. Je dirais, des deux côtés, là, on arrive à aider là, les gens dans des périodes où c'est vraiment pas évident.
Donc, Si je peux me permettre rapidement, je trouve ça intéressant la façon dont tu personnalises l'entreprise, parce que c'est vrai que derrière l'entreprise, c'est pas toujours des grosses entreprises de 500 employés avec des actionnaires, le kit. C'est souvent des entrepreneurs. Puis l'entrepreneur, ben, avant d'être établi, il en met des années, il en met du temps là-dessus. Puis c'est une personne qui a son propre développement de carrière puis des besoins qui viennent avec ça. Fait que toute l'écoute que tu apportes par rapport à ça, la prise en considération, ça démontre bien que là, ton travail, c'est pas juste de matcher des données ensemble. C'est ce que ça rejoint un peu ce que tu vis, oui? Oui, tout à fait. Puis, tu sais, l'entrepreneur, ouais, c'est ça. Tu sais, oui, on travaille beaucoup avec des très petites PME, des entreprises familiales. Tu sais, des fois, là, ces entreprises, ça fait 3 générations. Il y a beaucoup de charges émotionnelles reliées à tous les besoins de main-d'œuvre actuellement. Tu sais, des restaurants qui appartenaient au grand-père, qui a immigré d'Italie. Puis là, tu sais, t'entends ce que les gens disent, puis je pense que l'écoute, puis l'empathie qu'on peut avoir pour la situation des gens fait une différence aussi dans le lien qu'on a avec elles, puis les relations qu'on crée puis qu'on maintient avec les entreprises. Puis après ça, quand on réfère un candidat à ces entreprises-là, disons qu'on sait où on l'envoie en connaissance de cause, on les a rencontrés, on les a écoutés, on a senti leurs besoins, puis quand on fait des maillages, bien, on essaie de le faire c'est pas juste au niveau de la compétence qu'on va le faire, on va le faire aussi au niveau des besoins mutuels des deux. Voilà, très gratifiant pour moi. Oui, ben dans les deux cas, Charles et toi, il y a le côté humain là, qui ressort encore. Puis je trouve ça vraiment intéressant d'amener ça dans une capsule qui s'appelle Service aux entreprises. Je reviens là-dessus comme si on pourrait penser que c'est moins relationnel que ça pourrait être pour autre chose, c'est moins humain, c'est centré sur les besoins des organisations. Pas du tout. Ou sinon, oui, mais pas d'une façon strictement fonctionnelle, mais très humaine, là, relationnelle, comme vous le dites. Justement, à ce sujet-là, Julien, toi, c'est celui des 3 qui travaille le plus qui travaille dans le milieu privé. Ouais. Toi, là, quand tu écoutes Charles et Sarah, est-ce que tu peux te retrouver là-dedans quand même ou tu es totalement ailleurs? Ben non, tout à fait. C'est ce qui me fait un petit peu rire là, dans ce que Sarah mentionnait, dans le sens que, tu sais, je pense qu'elle a parlé beaucoup justement des gens qu'elle aide, les chercheurs d'emploi avec lesquels elle est en relation. Puis que, bon, justement, au niveau de la gratification, c'est peut-être plus à ce niveau-là. Je pense que c'est un dénominateur commun là, des gens en DDC. Là. On aime l'humain, on aime le monde. Fait que c'est un petit peu la même chose pour moi. Fait que oui, c'est gratifiant d'une part de combler un besoin au niveau de mon client. Ça, c'est toujours le fun. C'est lucratif aussi, c'est bien. Mais je dirais que dans une portion plus importante, c'est vraiment plus d'être aux côtés en fait du chercheur d'emploi qui a réussi à trouver là, son prochain défi professionnel, où est-ce qu'il est capable de se projeter, ou encore des fois nécessairement c'est peut-être pas le but final, mais encore là des fois c'est un poste qui va lui permettre en fait d'aller dans cette direction-là. Là. Donc, il y a un contexte particulier. Là, je peux peut-être donner un exemple, ça va être peut-être plus parlant. Mais tu sais, en TI, puis comme dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, on est vraiment c'est le plein emploi. Là. Il y a vraiment beaucoup de, c'est ça. Il y a vraiment une rareté au niveau de la main d'œuvre. Puis ça devient aussi très 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 précis, souvent au niveau des types là, de compétences qu'on va rechercher. Donc, un exemple qui est super intéressant puis qui arrive quand même assez souvent. Donc, en DDC, là, on est les spécialistes, on va dire, là, des compétences transférables. Mais dans le contexte, en fait, là, TI, on se doit vraiment d'aller travailler aussi avec des clientèles immigrantes. Même si je suis pour une firme privée, d'aller chercher, en fait, là, des compétences particulières, on n'a pas le choix là, d'aller... on peut pas s'en tenir à ce qui est local. Là. Je pense que c'est une réalité pour tout secteur d'activité. Donc, je donne un exemple où est-ce que j'ai trouvé ça hyper gratifiant qui est arrivé assez récemment. Donc, un candidat du nom de Youssef. Il avait une première carrière en Algérie, arrivé ici, bon, c'est ça, refait une formation qualifiante pour se remettre un petit peu à jour au goût du marché montréalais. Puis, à ce moment-là, l'enlignement qu'Youssef avait était vraiment de simplement briser la glace au niveau du marché montréalais, pas nécessairement avec une attente, on va dire, d'avoir une rémunération peut-être en lien ou à la mesure de ses compétences. Des fois, malheureusement, les clientèles immigrantes ont un petit peu cette pensée-là, puis ils acceptent un peu ou sont des fois un peu résignés à dire, regarde, la première job, elle va être un peu, puis par la suite, ben écoute, je ferai 1 an, 2 ans, je chercherai quelque chose pour être vraiment payé à ma juste valeur sur le marché. Ben, c'était le cas, en fait, là, de ce candidat-là. Donc,
Et là, en parlant avec lui, on observe, puis je voyais que, bon, il y avait les compétences au niveau du développement logiciel pour certaines technologies qu'un client recherchait, mais dans sa carrière antérieure, à ce moment-là, il avait travaillé dans les domaines comptabilité-finance. Il y avait une très grande connaissance, si tu veux, du secteur d'activité, des processus d'affaires en lien avec des entreprises de niveau international, les règles d'affaires aussi. Donc, ça devenait aussi une autre compétence qui, mixée avec les comment dire, là, en fait, là, avec les compétences techniques, donc les outils avec lesquels il travaillait, connaissance du milieu, mis ensemble, ça a fait une candidature à forte valeur ajoutée qui a fait tellement de sens chez un client, puis ben, il y a eu d'excellentes conditions. Là. Fait que, dans ce sens-là, c'était. Puis là, si on ramène ça au thème de la gratification. En quoi pour toi, ça peut être gratifiant? Ben, oui, ben mon candidat à la base, c'est ça. Il avait vraiment en tête de se dire, regarde, je vais briser la glace au niveau du marché, je vais prendre une première job, peut-être en support, pas nécessairement, c'est vraiment la job un peu au bout de l'échelle, parce que bon, c'est un petit peu les échos qu'il avait entendus pour de père là, de son côté, qui avait fait un peu le même processus que lui, là, c'est-à-dire bon, venir ici, faire une formation, débuté à travailler en fait sur le marché montréalais. Puis là, écoute, on était capable de sauter 2 étapes. Là. Donc, avec justement le fait de jumeler toutes ses connaissances de son bagage antérieur, qui était plus au niveau tout ce qui est règles d'affaires, processus d'affaires, mais pas nécessairement les technologies qui sont en lien avec le poste qu'il recherchait. Donc, là, il y avait les outils qu'il avait acquis au niveau de la formation, donc les outils technologiques, mais on était capable d'aller rechercher tout son bagage. Puis j'avais une firme qui fait justement des logiciels comptables. Donc, tout ça mis ensemble, ça faisait que lui était capable d'être sur son X avec son premier emploi là, à Montréal. C'est vraiment intéressant là, la façon dont vous appropriez votre travail. Avant qu'on passe à une autre question, y a-t-il des éléments que vous pensez qu'on aurait pu oublier ou des éléments, des choses que vous voudriez ajouter par rapport à la gratification? Non, parfait. Fait qu'on arrive tranquillement vers notre dernière question, le dernier thème de discussion qui est celui de comment, j'ai mué, là, comment être et faire pour accéder à une fonction de travail comme la vôtre. Donc, dans le comment être, il y a des attitudes. Tu sais, dans un secteur d'activité, on peut être bon dans certains, on peut être quelqu'un de DDC qui est très pertinent dans un secteur, moins à l'aise dans d'autres. De toute évidence, vous êtes à l'aise dans vos secteurs, dans vos activités respectives. Et vous avez un regard sur votre travail. Donc, qu'est-ce qu'il faut être ou qu'est-ce qui peut être souhaitable d'être en termes d'attitude, de comportement, de personnalité, de valeur ou toute autre caractéristique là, personnelle pour accéder à un poste comme le vôtre, puis aussi en même temps, au travers de tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire tel quel si on écoute cette capsule-là, puis on a le goût là, d'être un Julien, un Charles, une Sarah. Librement, est-ce que quelqu'un veut commencer? Ben ouais, moi je peux me lancer parce que c'est un peu une drôle d'image, moi, quand j'étudiais en développement de carrière, que j'avais des gens qui font du recrutement, surtout en firme privée. Je voyais ça d'un drôle d'œil, je voyais ça comme des gens, des fois, qui pensent plus à la commission, en fait, qui va être générée au niveau du placement que simplement d'aider l'humain là, au travers de ça. Ça demeure quand même un environnement de vente, là, on va pas se leurrer là-dessus. Il y a quand même des objectifs, tout ça. Ça, c'est une réalité qui ne va pas changer. Ça peut être le fun pour certaines personnes aussi. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, c'est super bien. Puis, je pense que les gens qui étudient en développement de carrière, ben, ils ont ce qu'il faut là, pour faire ce travail-là, là, assurément. Là. Donc, c'est ça. Mais je ramène encore une fois le contexte plein emploi, le fait que, bon, je pense que tu peux pas avoir nécessairement on va dire, cette mentalité-là de pas nécessairement d'être transactionnel dans la manière de traiter les choses. Tu traites avec des humains, donc tu peux pas faire le vendeur de char. Là. Puis souvent, bon, j'avais un peu cette image-là moi-même dans le passé, puis je me rends compte que dans le contexte qu'on est, si tu t'intéresses pas le moindrement à la personne, de connaître son plan de carrière, de connaître ce qui est important pour elle, c'est la conciliation travail-famille, des fois, ça va vraiment être l'élément numéro 1, plus que la carrière dans certains cas. Si tu es juste là à penser à ce que ton client recherche, puis tu ne mets pas ça au cœur en fait là, de ton travail, ben ça fonctionne pas. Là. Et dans la façon dont on a
de créer une relation avec les chercheurs d'emploi, les gens en développement de carrière, que ce soit des cours de counseling qui vont t'aider à augmenter ta relation, ton lien avec ton candidat, ton chercheur d'emploi, c'est super bon. Là, tu fais des reflets empathiques sur ce qu'il peut vivre ou comment cette dernière transition professionnelle s'est faite. La personne qui vient des environnements de vente, elle fait pas ça, elle. Fait qu'elle a pas le même lien. Puis quand tu vas accompagner cette personne-là, puis comme je le disais un petit peu à travers les différentes étapes du processus de recrutement, ben c'est ni plus ni moins là, des méthodes dynamiques de recherche d'emploi. C'est la recherche d'emploi, mais comme en mode reverse engineering, si on veut. Fait que moi, je fais Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, je donne un exemple. Au niveau du CV, admettons, on commence comme ça, au niveau simplement du CV, ben moi, je vais le faire, mais je vais le faire avec la personne, mais je vais lui expliquer aussi c'est quoi, en fait, là, que je veux amener en faisant le CV. Là. Donc, des fois, on va faire une section sommaire en haut, puis je vais mentionner clairement que je veux mettre en évidence, ben, c'est peut-être, comme je le disais tantôt, la connaissance, en fait, du secteur d'activité de ses règles d'affaires, conditionner, en fait, la lecture qu'on va faire du CV. Là. Fait que, je vais mettre comme 5 points que ton œil passe dessus. Même si tu ne lis pas, ça va vraiment, tu vas le lire malgré tout, puis tu vas lire le CV d'une façon différente. Fait que moi, je vais faire ça avec le candidat. Je vais faire la même chose au niveau des différentes étapes d'entrevue, première, deuxième entrevue, d'expliquer, de parler de la personnalité, en fait, du gestionnaire qu'il va rencontrer. Je sais aussi, bon, quels sont les éléments qui fonctionnent bien. Reprendre avec cette personne-là aussi, ben, selon toi, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, pourquoi ça va le faire, pourquoi ça va pas le faire, puis à partir de ça, ben, on va créer un discours bien rodé, bien mâché pour l'aider à être convaincante, rassurante. Fait que tout ça, c'est des éléments là, qui fonctionnent bien, puis qu'on fait dans un contexte, admettons, de counseling d'emploi. Là. Fait que c'est ça. Là. Fait que ça aide énormément. J'entends beaucoup dans ton expression le souci de rappeler qu'on peut travailler dans la vente, on peut travailler au service des organisations, puis c'est une bonne chose de tirer profit de ses habiletés en relation d'aide, pas d'une façon manipulatrice, stratégique, comme tu disais, le cliché là, qu'on pouvait avoir au départ, mais au contraire, à partir du moment qu'on décide qu'on veut vivre dans son travail un rapport humain, ben, il faut se doter des outils, des moyens, des compétences qui sont dédiés à ça. Là. Puis quand tu en as un exemple, tu as parlé de recherche d'emploi aussi. Quoi d'autre? Ben, plein de choses, là. Comme je le disais, tu sais, bon, justement, comprendre les compétences qui sont transférables. Des fois, on pense pas nécessairement que, bon, on cherche ça, on se dit qu'on cherche uniquement ça. Mais, tu sais, je donne des exemples, là. Il y a des secteurs qui vont être extrêmement standardisés. On pense à l'ingénierie, admettons le domaine aussi médical. Ben, des fois, là, d'avoir autant de standards, autant de normes, puis de répondre à une certaine conformité, ben, tu sais, un secteur à l'autre, la personne qui a opéré dans un environnement comme ça, ben, ça va être des compétences transférables. Puis, versus la personne qui va des fois être dans des environnements un peu plus laissés aller ou freestyle, là, je vais dire comme ça, ben on le sait que juste par rapport à cet élément-là, des fois, ça ne fonctionnera pas. Donc, je trouve que le fait d'être à l'affût de ça, c'est super important. J'ai parlé du counseling, puis beaucoup l'aspect coaching. Donc, même si des fois, on ne place pas le candidat, là, le fait que tu lui as donné le pouls par rapport au marché du travail, tu as été capable d'établir un certain positionnement par rapport à ses expertises en lien avec le marché, peut-être cibler certains secteurs, ben, la personne elle n'a peut-être pas trouvé l'emploi avec toi, mais elle ressort quand même avec un bagage. Puis aussi, souvent, ça va avoir des répercussions parce que tu t'es impliqué auprès de cette personne-là. Et des fois, ben, ce candidat-là va t'en référer d'autres parce qu'il a vraiment aimé ton approche. Il t'a trouvé humain, il a trouvé que ça faisait du sens. Puis tu te différencies énormément de la personne qui est un peu plus, je pense à ma commission puis mes objectifs de vente. Là. Puis des fois, ben écoute, c'est partie remise parce que bon, on va se rappeler peut-être dans 3-4 mois. Puis là, à ce moment-là, ben, on s'était parlé, on sait exactement, on reprend où est-ce qu'on avait laissé, puis on peut trouver. Là, fait que ça fonctionne bien comme élément, ça aussi. Julien, avant de passer à une autre personne, moi, je suis un jeune, disons, ou je suis une personne, peu importe, je suis jeune, je suis âgé. En débuté, on est de tout âge. Disons que je trouve ça inspirant comme secteur d'activité, une entreprise comme la tienne ou une entreprise semblable. J'aurais le goût de faire une job comme la tienne. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? C'est quoi les études? C'est quoi les démarches? Ben, je pense que bac en développement de carrière, ça fonctionne. Comme je l'ai dit aussi, ben, l'aspect vente demeure. Hein. C'est quand même un environnement qui est en lien avec la vente. C'est un environnement de performance aussi. Là. Faut pas se désillusionner. Donc,
peut-être de faire ressortir ça un petit peu dans l'approche qu'on a. Donc, c'est une autre compétence qu'on a. Je ne sais pas si on a déjà fait de la vente dans le commerce de détail à un moment donné pendant nos études ou quoi que ce soit, mais c'est des éléments qui font en sorte que, on va avoir, en fait, là, je pense, les qualifications là, pour faire ce travail-là. Puis, faut être curieux aussi pour le reste. Là. Donc, tu sais, l'aspect TI, moi, je fais beaucoup de recherches, je m'envoie sur des sites là-dessus, je parle avec des développeurs, je mets mon ego de côté, puis j'ai pas la prétention de tout savoir parce que je peux pas. Puis c'est de s'intéresser aussi à ça, là, donc de pas avoir peur là, de faire ses recherches par soi-même. Puis Parfait. Voilà. Merci. J'enchaînerai avec Sarah, parce que ça se rapproche, puis c'est différent en même temps, là, vos deux secteurs. Sarah, comment je peux être ou faire pour accéder à ce que tu fais? Ben moi, dans le fond, j'ai obtenu ce poste-là. C'est pas mon premier poste dans le domaine. Moi, ça fait depuis 2015 que je travaille dans le secteur de l'employabilité. C'est un choix que j'ai fait, malgré le fait que je sois CO, de rester dans le secteur de l'employabilité, parce que c'est ça que j'aime faire. Puis les compétences que j'ai développées à la maîtrise me servent là, tout à fait dans mon quotidien. Là, ça ne change rien. Mais le poste que j'occupe actuellement, c'est pas un poste qui demande d'être CO. Et donc, mes collègues ne sont pas CO non plus. Là. Donc, c'est vraiment ça pour que vous sachiez. Si jamais vous décidez de poursuivre, vous pouvez quand même faire le choix de travailler en employabilité. C'est pas requis là, dans le fond d'être CO pour travailler dans ce domaine-là. Donc, moi, j'avais fait un premier emploi dans une entreprise d'insertion. Donc, dans le contexte de cet emploi-là, je devais aider les participants à se placer à la fin de leur parcours d'insertion. Donc, j'ai développé des stratégies pour rejoindre les entreprises, faire valoir les finissants du service. Et c'est comme ça que j'ai développé beaucoup de contacts avec les entreprises. Et c'est comme ça que j'ai connu PME Montréal, en fait. Parce que eux cherchaient des candidats, sont venus nous voir, puis on a développé des liens. C'est comme ça, c'est par le réseautage, dans le fond, que je suis restée en contact avec les filles de mon équipe. Puis quand mon mandat a terminé, où je travaillais, on m'a fait savoir là, que dans le fond, il était à la recherche d'une nouvelle collègue. Donc, j'ai été comme, mon mandat était terminé, puis on avait eu un bon fit. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Fait que ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que de façon générale, tous les liens que vous développez dans le cadre de vos expériences de stage, de bénévolat et d'emploi peuvent vous servir éventuellement pour atteindre des nouveaux postes, puis que c'est pas tout ce que je faisais de la mise en relation avec des employeurs, mais c'est cet aspect-là spécifiquement qui m'a permis de faire le saut vers un service où je dois interagir avec des entreprises parce que je l'avais fait dans le cadre d'un emploi. Si je peux me permettre de te laisser poursuivre, j'entends un parallèle aussi avec Julien, c'est de dire, hey, vos expériences là, que vous avez là, comme étudiant ou comme en début de carrière dans ton cas, elles peuvent servir pour amener ailleurs. Et là, je te le point, Julien, c'est aussi dans la façon de les faire valoir, soit au travers d'un CV, mais soit au travers aussi d'implications comme toi, Sarah, le fait de t'impliquer de rejoindre des groupes, d'être présente là, socialement, ben, ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu existes dans les options des gens. Puis on a eu l'occasion d'être en interaction avec toi, fait qu'on te reconnaît positivement pour ça. Est-ce que ça fait du sens, ce que je dis? Bien, tout à fait. Puis honnêtement, c'est un aspect qui me sert énormément dans mon travail. Parce que je pense que pour bien diriger le client, que ce soit l'entreprise ou le candidat, il faut être au courant, il faut être super curieux, puis il faut être au courant de pas mal tout ce qui se passe. Moi, tu me dis, mon client, il me parle de quelque chose, je pense entreprise. Là, mettons, je décide, c'est pas un client pour mon service, parce que ça arrive, des fois, on va faire l'évaluation, puis c'est pas un client pour mon service. Je pense à tel organisme. Regarde, si tu veux, je vais te mettre en contact avec Julie, je la connais, elle travaille là. Le fait de me mettre en relation, d'utiliser mes propres contacts aussi pour aider mes candidats puis mes entreprises, c'est quelque chose qui a aucun rapport avec ce que j'ai développé au travail, mais que c'est ce que j'ai développé dans ma vie un peu, mettons, para-professionnelle qui me servent aussi à amener mon travail plus loin puis à amener les solutions que je propose aux gens plus loin. Fait que, ouais, pour faire notre travail, il faut être curieux, vraiment curieux,
faut connaître les programmes, connaître les subventions, il faut connaître les programmes de formation comme Charles, tu sais, ça arrive régulièrement qu'on réfère aux services aux entreprises de notre cégep local parce qu'on a une entreprise qui nous contacte qui est comme même moi, je veux faire une formation sur le harcèlement au travail, qui as-tu des ressources pour moi? On devient vraiment le pivot au niveau du service, puis c'est pas nous qui le faisons, mais on réfère toujours vers les bonnes ressources. Même chose pour les candidats. Ah, moi, écoute, actuellement, j'ai pas ce qu'il faut pour me rendre à l'emploi que je voudrais. Qu'est-ce que je peux faire pour m'amener? Fait que moi, je vais l'aider à trouver un emploi, mais je vais aussi lui donner les ressources qu'il faut pour aller chercher ce qui lui manque, pour plus tard, à moyen terme, long terme, aller chercher l'objectif qu'il veut. Donc, je pense que de connaître ce qui se passe au niveau du système, là, que ce soit des formations continues, que ce soit d'autres services d'employabilité, que ce soit la reconnaissance d'acquis, que ce soit parfois des agences comme Julien, ça arrive régulièrement là, que j'ai des gens avec qui j'ai aucun contact en entreprise. Les entreprises de TI ne nous contactent pas. Puis pour des postes comme ça, les entreprises ont tendance à penser qu'on n'a pas de candidats. Donc, moi, si je n'ai pas d'emploi à proposer à mes clients, je vais les référer vers des endroits. Puis ça tombe bien parce que je connais bien une collègue de Julien. Je peux référer toujours avec un nom. Puis ça fait vraiment une différence, je pense, dans le service rendu. Ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, ça peut être bon d'être comme ci, d'être comme ça, d'être curieux, d'expérimenter la curiosité. Mais moi, en même temps, on parlait tantôt de nos personnalités dans ce travail-là. Il faut aimer et s'intéresser à être curieux aussi. Tu sais, ça arrive pas, parce que toi, j'ai l'impression que ça fait partie de ta personne, de ton élan. Oui. Tu le dis de chercher à être. Il faut être comme ça. Il faut être comme ça. Puis, il y a d'autres choses qui peuvent se développer. Par exemple, le tact, de bien choisir l'information qu'on va transmettre à une partie ou à l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'au départ, peut-être, c'est moins maîtrisé, ça peut s'arranger. Ça se travaille au fil du temps parce que c'est sûr qu'on ne veut pas tout donner à l'entreprise, des fois, à propos d'un candidat, parce qu'on le sait qu'il y a un obstacle X, puis pas qu'on veut le cacher, mais au départ, tout ce qu'on veut, c'est que les deux parties discutent ensemble. Là. Donc, on va omettre certaines choses. Donc, c'est sûr que c'est l'expérience à un moment donné qui prend le dessus. Là, mais ça, c'est ça. Ça prend du tact, ça prend des bonnes aptitudes de communication. Ça prend, je disais tout à l'heure aussi, un atout pour ce poste-là, c'est faire preuve d'écoute, de sensibilité. Pas juste pour les chercheurs d'emploi, mais de l'autre côté aussi au niveau des entreprises. Je pense que cette approche-là fait que dans notre écosystème, dans l'Est, on est reconnu vraiment comme un service de qualité parce que les personnes avec qui je travaille sont comme ça aussi. On est une équipe très agile, je pense, là, dans nos façons de faire. Puis on a des personnalités aussi qui donnent envie, je pense, de collaborer avec nous. Fait que, je pense qu'il y a un grand aspect de la personnalité qui a rapport avec le succès que je peux avoir en emploi. Je suis tombée sur le poste qui me correspond particulièrement. Il faut aussi, une autre dernière chose vraiment importante, il y a personne qui l'a nommé, mais il faut aussi être à l'aise avec les outils là, informatiques, la technologie, le numérique, parce qu'on utilise des logiciels de recrutement qui ont certains protocoles à l'interne. Il faut comme être capable de comprendre ça puis d'être à l'aise d'utiliser des outils informatiques en tout temps. J'ai travaillé dans d'autres organisations où on faisait presque tout à la main. Des organismes communautaires, par exemple, qui avaient moins de moyens à fournir des outils informatiques. Ici, on travaille 100% avec l'informatique. Puis on était en télétravail temps complet pendant très longtemps. Là, donc, c'est des processus internes, tous informatisés. Ça demande quand même beaucoup, ça sollicite beaucoup le cerveau, surtout quand on travaille avec l'humain, mais dans le fond, on travaille avec des machines. C'est comme, au début, ça prend un certain temps d'adaptation, mais il faut quand même être à l'aise puis vouloir travailler de cette façon-là. Certaines aisances puis certains automatismes là, à développer. Je vais te laisser continuer, mais en même temps, je fais juste signifier que je voyais que Julien réagissait à ça. Je peux croire qu'en TI... Oui, ben pour les outils de recrutement, hein, les fameuses recherches booléennes qu'on va faire avec les fameux mots-clés. Je parlais tantôt à un moment donné d'augmenter des fois les relations qu'on a avec nos candidats, mais tu sais, j'ai déjà travaillé avec des gens qui étaient juste curieux, moi, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour avoir plus de
de traction, si on veut, sur leur LinkedIn ou quoi que ce soit. Mais juste leur mentionner qu'est-ce qu'on fait, nous, les recruteurs. On fait des booléennes. Donc, vraiment mettre l'ensemble des mots-clés dans une espèce de formule pour être capable de faire ressortir ça. Fait que des fois, juste cette information-là bien placée a énormément de valeur ajoutée pour un candidat dans le domaine, tu sais. Fait que, puis même si on ne l'a pas nécessairement aidé ou on n'avait pas de poste, ben la personne en repart et elle se dit, ah, écoute, il a pris le temps pour m'expliquer puis tout ça. Fait que ça nous a souvent aidé. Mais c'est vrai, en recrutement, faut vraiment, puis pas uniquement LinkedIn, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres trucs. On peut faire des booléennes. Anciennement, on faisait ce qu'on appelle des X-ray search, donc sur Google, dans un site avec une fameuse booléenne. J'avais été capable de trouver, moi, des gens qui étaient des ingénieurs informatiques sur Airbnb. Fait qu'il faut être créatif, puis faut aimer les outils informatiques. Ouais. Justement, si je reviens avec toi là-dessus, Sarah, tu étais dans les outils informatiques. Oui. Il y avait autre chose que tu voulais ajouter là-dessus ou d'autres éléments? C'est qu'en fait, je suis quand même dans un OBNL, là, un organisme à but non lucratif, donc c'est certain que faut être créatif, il faut innover dans nos façons de se faire voir. Parce que oui, il y a aussi des objectifs de recrutement de candidats là, par la nature de nos services. C'est nous-mêmes qui devons faire nos publicités, les diffuser. Donc, faut être créatif et il faut savoir utiliser les outils informatiques pour pouvoir. C'est pas comme ça partout, mais dans beaucoup d'organismes communautaires, c'est vous ou un membre de votre équipe qui va servir un peu d'agent de communication. Donc, il faut être super polyvalent également. Là, comme je disais tout à l'heure, travailler avec des entreprises, travailler avec des candidats, faire la gestion de projet, faire des événements, rédiger des rapports de reddition de compte, il y a toutes sortes de compétences qui rentrent en ligne de compte. Donc, la polyvalence, c'est vraiment surtout quand on travaille avec deux côtés comme ça, il faut arriver à se revirer de bord puis changer un peu notre approche assez rapidement. Donc, la polyvalence, ça serait la dernière chose que je dirais qui est très importante. Okay. Je pense que juste vous deux, on va aller à Charles, évidemment, mais ça couvre très large, mais c'est des qualités humaines qui ne sont pas inatteignables au sens que c'est des choses qu'on peut posséder, qu'on peut développer, puis dans la façon que vous l'amenez, tu sais, vous la nommez, mais après, vous expliquez comment on peut s'entraîner à ça. Charles, toi, avec tout ça là, à date, là, il y a sûrement des affaires que tu dis, ouais, ça ressemble à comment il faut être ou faire dans mon domaine, mais j'ai le goût d'amener d'autres choses aussi. Oui, effectivement, beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, tu sais, comme Sarah disait tantôt, la collaboration aussi avec les autres partenaires du milieu, là, c'est vraiment important. Puis autant nous autres au niveau de la formation, moi, la formation continue, je dois aussi recruter des gens là, pour remplir mes programmes puis tout. Donc, d'aller collaborer avec les organismes puis donner l'occasion à un candidat qui est en employabilité de venir faire un tour en formation pour améliorer son potentiel d'employabilité, c'est nécessaire. Je vais y aller dans le simple là, au départ. Là, moi, mon poste, c'est un poste de professionnel que j'ai dans un cégep. Pour les postes de professionnels, ça prend un bac. Donc, c'est obligatoire. Tu as besoin d'un bac. Après ça, dans quelle discipline? Ça dépend dans quel service que tu vas travailler. Moi, on ne m'engage pas pour être conseiller d'orientation au cégep Garneau. On m'engage vraiment pour un poste on dit conseiller en formation aux entreprises à la formation continue. Mais concrètement, je suis considéré comme un conseiller pédagogique au cégep. Donc, je n'ai pas besoin d'un titre CO. Mon côté développement de carrière intéressait mon employeur à cause du côté humain. Je dirais que dans mes tâches, on a besoin beaucoup d'utiliser l'écoute. Donc, l'employeur va venir, il va nous parler d'un besoin, mais l'employeur, il ne connaît pas tout ce qu'on fait dans une formation continue. Donc, lui, il part avec pas un préjugé, mais il pense que nous autres, ce qu'on peut lui offrir, c'est strictement ça. Je peux juste t'offrir une formation créditée. Mais j'ai plein d'autres choses aussi. Donc, moi, il faut que j'allume des lumières et dire, OK, mais tu me parles de ça, mais dans le fond, ce que tu veux, c'est pas ça, c'est ça. Donc là, c'est de le réorienter, centrer le besoin vraiment, puis offrir la bonne solution qui va s'adapter le mieux possible à l'employeur. Donc, ça demande la créativité, ça demande l'écoute. Puis, je pense que la curiosité, on en a parlé tantôt. Moi, j'ai certains programmes, mais il faut que je sache ce que mes autres collègues font aussi. On n'a pas tous les mêmes services, on n'a pas tous les mêmes formations qu'on offre aux entreprises. Donc, il faut que je sache c'est quoi qui est dans mon département, qu'est-ce qui s'offre d'autre aussi pour être capable de rediriger vers le bon endroit aussi.
Ça, c'est vraiment important, je trouve. La créativité, il faut trouver des solutions. On parlait tantôt du en ligne, mais ça fait 3 ans qu'on patauge là-dedans. Donc, on a des entreprises qui viennent. On a eu Service Canada qui est venu nous voir pour un programme au complet qu'il voulait offrir à ses employés. Ben, ce programme-là, ses employés, en fait, lui, il était partout au Québec. Il n'y en avait pas juste dans une place. Donc, il y en avait à Gatineau, en Abitibi, à telle place, à telle place. Donc, il a fallu réorganiser notre formation pour s'adapter au fait que tout le monde n'était pas au même endroit, mais aussi rechanger de plateforme électronique parce qu'avant, nous, on donnait tous nos cours en Zoom. Mais là, c'est avec Service Canada. Service Canada, lui, il veut juste travailler avec Teams. Donc là, il a fallu que je forme mes formateurs pour qu'ils s'adaptent à Teams. Adaptation, c'est ça. L'adaptation. Donc, il y a ça. Je parle avec. On est aussi souvent avec 3 entités différentes. On a un formateur, on a un formé et on a une entreprise qui vient chercher un service de formation. Donc, je dois m'assurer que tout le monde soit satisfait là-dedans, que les conditions pour le formateur respectent, sa convention collective, mais aussi ses attentes à lui. Je dois m'assurer que le formé, l'apprenant, il reçoive la formation qu'il est venu chercher, que ça n'aille pas dans un autre sujet ou que ça soit bien donné. Puis je dois m'assurer aussi de répondre aux besoins de l'entreprise là-dessus. Donc, je suis un peu un conciliateur là-dedans pour m'arranger que tout le monde trouve son compte là-dedans, puis que tout le monde avance dans le même sens. Donc, on a aussi besoin de leadership. Donc, c'est ça, le partenariat important, c'est vraiment d'être à l'affût, aller chercher les possibilités aussi. Je parlais de démarchage tantôt, mais on est obligé de le faire aussi parce qu'on veut se placer. Puis même si on dit que bon, la marchandisation de l'éducation, c'est le moins possible, mais on rentre quand même en compétition avec d'autres cégeps aussi là-dedans, mais encore plus depuis que les formations en ligne se sont développées et popularisées. Donc, il faut que je me démarque, moi, en tant que cégep. Il faut que je m'assure que ce que j'offre, ça va répondre aux besoins, puis que je me ferai pas mettre de côté. Mais des fois aussi, on a des projets collaboratifs avec les autres cégeps de la région. Puis là, ça devient beaucoup plus intéressant parce qu'on travaille vraiment ensemble. Mais il faut travailler ensemble. Donc, il faudrait aussi répondre aux besoins des autres cégeps. J'ai un bac, je termine un bac, je peux accéder à ton travail. Oui, tu l'as dit tout à l'heure. Dans les faits, ça, c'est oui, c'est vrai, ça demande de la persévérance quand même. Rentrer dans un cégep, je dirais que les cégeps sont parmi les milieux, je pense, d'emploi désirés les plus populaires pour les étudiants qui rentrent en développement de carrière. Souvent, c'est dans un objectif de conseiller en information scolaire ou conseiller d'orientation, mais c'est un milieu de travail qui est très appelant pour les gens. Donc, il y a beaucoup quand même de personnes qui vont s'intéresser au milieu. Fait que si on peut avoir de l'expérience, pas nécessairement d'expérience en formation, mais l'expérience avec les gens, moi, c'est ça qui m'a aidé. C'est vraiment l'expérience que j'ai avec la clientèle de la formation continue. Mais dans un autre contexte, j'ai travaillé comme Sarah, j'ai même travaillé en collaboration avec PME Montréal avant. Donc, travailler en collaboration avec ces entreprises-là, travailler avec la clientèle âgée, moi, ça m'a aidé. Ça prend une certaine expérience. Si on a de l'expérience aussi dans le milieu éducatif, ça aide beaucoup. Mais quand je dis persévérance, c'est que j'en ai envoyé, moi, beaucoup des CV dans des cégeps, là, puis ça a pris une éternité avant qu'on me rappelle. Puis quand que j'ai eu mon emploi au cégep Garneau dans ma tête, c'était ma dernière chance. C'est la dernière fois que je m'essayais, j'étais tanné de recevoir aucune nouvelle ou des refus. J'étais sur le bord de me décourager, puis ça a fonctionné, mais il faut vraiment, là, excellent. Il ne faut pas lâcher, puis il faut profiter de chacune des expériences parallèles qu'on a en attendant pour se faire on fait notre réseau, on en a parlé tantôt, le réseau de professionnels qu'on se fait, il est important. Puis moi, encore aujourd'hui, l'autre jour, il fallait que je trouve des étudiants pour un programme. J'ai écrit à mes anciens collègues des entreprises d'employabilité. Des fois, ça aide. Tu peux toujours profiter du réseau que tu as. C'est important, puis il faut avoir le goût d'en faire aussi. Puis ça peut être un atout là, de mettre ça en action. Je vais me permettre, Charles, de compléter ici, parce que le temps file. On a couvert ensemble quand même beaucoup de matériel en peu de temps. C'était très structuré. On voit vraiment là, que vous êtes à une époque de votre carrière, chacun de vous, là, en pleine action, en plein développement, en plein cheminement. Je vous remercie, Julien, Charles, Sarah. Puis je suis certain que ce qu'on a abordé ensemble va être grandement aidant
pour les étudiants. Fait que merci beaucoup. Merci. Merci, Louis. Merci, Louis. Merci Louis, merci Julien Charles. Travailler en développement de carrière dans les services directs aux entreprises, c'est quand même une activité qui est particulière, qui est un peu différente du conseil un à un habituel qu'on connaît auprès de clients présentant des besoins d'orientation ou d'insertion. On parle ici d'une fonction où l'on travaille à l'adéquation entre les besoins des entreprises et les compétences disponibles là, au niveau de la main-d'œuvre. Donc, conséquemment, on joue un rôle important de contact avec les employeurs afin de mieux connaître leurs besoins et les aider dans leur développement professionnel qui souvent contribue au développement d'un secteur d'activité, développement socio-économique d'une région, etc. Donc, c'est l'occasion de jouer un rôle significatif au sein d'une entreprise ou au sein d'une communauté. Évidemment, pour faire ce type d'emploi, il faut être quelqu'un qu'on soit introverti ou extraverti, qu'on présente un certain dynamisme, une certaine autonomie, une certaine initiative. Être quelqu'un qui apprécie des tâches passablement variées et qui est capable de concilier les besoins, parfois entre les employeurs, et la réalité de la main-d'œuvre disponible. Pour cette capsule, donc, nous avons rencontré 3 personnes. Sarah Mongeau-Provençal, Julien Ototte, ainsi que Charles Verret, que je remercie grandement pour leur participation. J'espère que cette capsule saura vous intéresser, peut-être même vous inspirer. Au plaisir.